Planification, partie quand même importante. Vous voyez notre feuille de route. On commence à cocher pas mal de cases. Hein. On a vu les capteurs, les mesures, la pause, on a vu la carte, on a vu les actionnaires. Vous voyez, aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie planification. Donc, vous voyez, la planification, qu'est-ce qu'on doit avoir comme information? On voit qu'on doit avoir l'objet la sémantique des objets. Par exemple, si j'aurais des trackers d'objets dynamiques, par exemple, ce serait dans cette branche-là que j'aurais l'information. Je dois avoir une carte de l'environnement, qui peut être une grille d'occupation, par exemple, pour me dire quels sont les endroits où je peux me déplacer sans endommager le véhicule. Et aussi, donc, on doit connaître la pose du véhicule par rapport à la carte pour être capable de faire sa planification. Et la sortie de la planification, ça va être quoi? Ça va être des commandes. Nous, dans le cours, on va juste se limiter à des commandes de haut niveau. Donc, par exemple, des waypoints, là, des coordonnées. On ne va pas aller calculer des commandes envoyées aux actionnaires. Souvent, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir un petit module ici, là, essentiellement des asservissements qui vont prendre les commandes de haut niveau pour les transférer à des commandes qui sont compatibles avec les actionnaires, qui peuvent être basés en partie sur les modèles physiques des véhicules, modèles physiques de sol, par exemple, pas des véhicules tout-terrain, et ainsi de suite. Mais nous, on va vraiment rester dans le haut niveau là, des commandes de déplacement, comme je dis, qui vont de plus des waypoints. Donc, aussi, la planification se fait à plusieurs horizons de temps. Par exemple, pour un véhicule autonome, vous avez ce qu'on appelle le long terme. Donc, vous voulez aller à Montréal à partir de Québec, ben, vous allez planifier. Donc, ça, on appelle ça long terme parce que c'est une question d'heure. Donc, vous allez dire, ben, moi, je vais prendre l'autoroute 20, je vais prendre le pont Pierre-Laporte, puis après ça, je vais rentrer à Montréal par le tunnel Hippolyte-Lafontaine, par exemple. C'est la planification long terme pour votre voyage. Il y a aussi de la planification dite court terme. Par exemple, pour aller sur l'autoroute 20, ben, il faut que j'aille sur le boulevard Laurier. Puis au boulevard Laurier, ben, il va falloir que je fasse des changements de voie pour embarquer sur l'entrée de l'autoroute, par exemple. Donc, ça va être ce qu'on appelle la planification à court terme. Bien entendu, aussi respecter les différents feux de circulation, arrêt stop et compagnie. Et aussi dans la partie immédiate, donc la partie réactive, donc conserver sa voie. Donc, ce n'est pas vraiment un changement il n'y a pas de planification, autrement que de dire je veux rester dans la troisième voie, par exemple, sur l'autoroute ou sur le boulevard Laurier. Et aussi, tenir compte des évitements de véhicules, maintenir une distance sécuritaire, par exemple, avec le véhicule à l'avant. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie plus réactive. On va surtout, nous autres, s'occuper de la partie de comment faire la planification plus à long terme, donc de dire, en faisant une hypothèse d'un environnement statique, je connais la carte des obstacles, j'ai un point de départ, j'ai une origine, puis je veux une trajectoire qui est réalisable entre ces deux points-là. Comment est-ce qu'on peut représenter les trajectoires? Il existe différentes structures. On peut faire ça par des segments de droite. Notez que si vous avez un véhicule, disons, Ackermann, ça va être difficile de réaliser des virages avec essentiellement un rayon de courbure qui est infiniment petit. Avec une conduite différentielle, ça serait possible de réaliser ce genre de trajectoire. On peut le faire aussi simplement en disant, je vais trouver une suite de points de passage. En anglais, on appelle ça des waypoints. Là. Puis essentiellement, on va, comme un chapelet, on va parcourir d'un point à l'autre. Quand on approche d'un waypoint, ce qu'on fait, on transfère dans le fond, on dit, là, je vais passer au waypoint suivant. Et ainsi de suite. Donc, on va se déplacer de même. Donc, la sortie de l'algorithme de planification, c'est simplement un chapelet de waypoint. On peut aussi avoir des courbes paramétrisées, puis les paramètres vont nous permettre, par exemple, de respecter des rayons de courbure, par exemple, pour des voitures. Notez aussi que là, on travaille surtout au niveau des trajectoires qui sont spatiales, mais il y a une partie aussi temporelle à ces trajectoires-là. Quelles sont les vitesses à lesquelles vous parcourez les différents segments? Et par exemple, pour des véhicules de promenade, clairement, on doit tenir compte, il va y avoir une relation entre le rayon de courbure minimale et la vitesse du véhicule. On voudrait, dans le fond, que les accélérations latérales soient en bas d'un certain seuil pour des questions de confort au début, mais aussi pour une question de sécurité. On ne veut pas avoir des dérapages latérales. Donc, ça se peut ici, dans notre paramétrisation, il va falloir que ça tienne compte de critères de sécurité et aussi de géométrie du véhicule. Finalement, ça peut être dans les courbes paramétrisées, disons que vous avez un système où vous avez 3 voies. Là, on voit comment le genre de courbes paramétrisées, c'est des courbes qui nous permettent de faire des changements gracieux d'une voie à l'autre. Donc, vous voyez ici, par exemple, si je peux rester dans la même voie, faire un changement de voie simple ou ici un changement de voie double que je fais d'un coup, ce qui n'est peut-être pas tellement sécuritaire, mais c'est l'idée du genre de courbe paramétrisée que je pourrais avoir
pour ma planification. La planification, sans grande surprise, est aussi un problème mal posé. Pourquoi mal posé? Parce que souvent, on va admettre plusieurs solutions possibles. Donc, si on se dit que l'objectif, c'est de passer d'une configuration A à une configuration B, notez comment j'utilise le terme configuration pour être un peu plus général. Donc, configuration, ça peut faire référence à une position d'un véhicule ou d'un bras robotisé. Vous voyez ici, là, donc ça, c'est la base de mon bras robotisé et ça, c'est le end effector de mon bras robotisé. Donc, notez que pour une position finale de end effector, vous voyez comment ici, j'ai deux configurations possibles de bras. Je peux avoir la configuration telle que celle-ci ou celle-ci. Et pour passer de la coordonnée A à la coordonnée B, vous voyez comment j'ai essentiellement une infinité de trajectoires pour mon robot. Donc, problème mal posé, j'ai plus d'une solution qui est valide. On va aussi travailler beaucoup avec des représentations abstraites, ce qui va nous permettre de traiter peu importe la géométrie du véhicule, de l'environnement, du type de motorisation. Lorsque j'ai fait une bonne abstraction, je vais pouvoir amener ça dans une abstraction pour laquelle je vais pouvoir utiliser n'importe quel des outils disponibles de planification. Donc, vous voyez ici, j'ai plusieurs problèmes pour robotiser, véhicule à conduite différentielle, véhicule à conduite Ackermann. Et en faisant l'abstraction, je vais tomber dans ce qu'on appelle l'espace des configurations, qui sont les configurations possibles et impossibles pour mon système. Et je vais ensuite utiliser des algorithmes de recherche de solutions dans l'espace des configurations. De sorte que je vais pouvoir résoudre quand même une bonne quantité de problèmes de planification. Pour un bras ici articulé avec 10 actionnaires, notez que j'ai des actionnaires qui peuvent être pris rotoïdes. Vous avez ici un joint donc rotatif, donc un actionnaire rotoïde. Q1 va représenter donc le paramètre de ce joint-là. Vous voyez ici, pour 2, c'est une membrure. Là, j'ai un actionnaire prismatique. Donc, la configuration Q2, ça va être une configuration d'allongement. Puis l'idée, c'est que la configuration de ce robot-là qui a 10 actionnaires, ça va être simplement un vecteur de 10 valeurs numériques, donc le vecteur Q. Même chose pour un robot mobile. Ici, dans mes variables, disons, libres, donc j'aurais le X, Y et le θ. Donc, la configuration de mon système, ce serait un vecteur à 3 dimensions. L'effet de travailler dans un espace de configuration, ça va nous permettre de faire une abstraction complètement de la physique du problème, si vous voulez. On va le résumer dans l'espace de configuration. Et ça va inclure donc la géométrie du système, mais aussi la géométrie de l'environnement. Donc, imaginez que j'ai un bras robotisé ici. Donc, j'ai une position une configuration QA, j'ai une configuration QB. Et j'ai un obstacle ici qui est une espèce de, disons, un cylindre là, en gris. Donc, ça, c'est la représentation physique de mon problème. Maintenant, dans l'espace des configurations, vous voyez ici, j'ai alpha. Alpha correspondrait à l'angle du premier joint ici. Et bêta, ce serait l'angle du deuxième joint ici. Donc, vous voyez, à partir de l'extension de la première membrure, là, le bêta est ici. Vous voyez, le bêta est beaucoup plus grand pour QA que pour QB. On voit ça ici. Donc, bêta est faible pour QB, mais très grand pour QA. Donc, ma configuration d'un bras robotisé ou d'un robot, peu importe, là, ça va être un point dans l'espace de configuration. Vous voyez, la configuration QB correspond à ce point-là ici. Et donc, vous voyez un angle alpha là, d'à peu près 30 degrés. Là, vous voyez ici, là, l'angle alpha. Alors que pour QA, l'angle alpha, là, ça va être beaucoup plus grand. Là. Et donc, c'est ponctuel pour la configuration de mon robot. Pour l'obstacle, donc, il va falloir que je vienne peindre une partie de cet environnement-là, cet espace de configuration-là, qui va correspondre donc aux configurations qui ne sont pas valides. Des configurations qui vont rentrer en obstacle, en collision, pardon, avec l'obstacle. Et c'est pas évident. Le cercle ici ne sera pas un cercle ici. Voici l'allure de cet obstacle dans l'espace des configurations. Vous voyez, c'est quand même assez alambiqué comme forme. On peut quand même voir là, à vue de nez certains points saillants. Là. Par exemple, il y a des bandes de valeur alpha ici où il n'existe aucune valeur de bêta qui va permettre d'être à l'extérieur de l'obstacle. Ça va correspondre dans le fond à des angles, par exemple, un angle de 60, alpha est égal à 60 degrés. Vous voyez comment la première membrure rentre en collision. Donc, peu importe l'angle de la deuxième membrure, je suis en collision. Le bras robotisé est en collision avec l'obstacle. Vous voyez, c'est cette bande cette espèce de large bande verticale-là, ça va correspondre à toutes les situations où la première membrure est en collision. Puis, genre des situations plus subtiles où, par exemple, si mon bras est situé ici en alpha, il y a seulement une certaine plage d'angle bêta pour lequel la deuxième membrure, donc on le voit ici, là, va être en collision avec l'obstacle.
Le point important à voir ici, c'est que c'est bien que ce soit facile de venir situer une configuration dans l'espace des configurations, ça peut être relativement difficile de venir représenter un obstacle. Si vous voulez, c'est comme si on le déroulait dans l'espace des configurations. Notre espace de configuration, dans la terminologie, il va y avoir deux classes principales. Donc, il va y avoir la partie C obstacle, qui correspond à toutes les configurations pour lesquelles il va y avoir une collision avec un ou des obstacles. Et la partie libre, où notre système ne sera pas, dans le fond, en collision avec des obstacles. Voici un exemple là, un peu plus, complexe. En bleu, vous avez un obstacle, donc sous les murs d'une pièce, par exemple. Puis là, j'aurais un bras robotisé qui est très, très grand. Donc, vous voyez ici, j'ai une première membrure avec un angle alpha, puis une deuxième membrure avec un angle bêta. Et c'est une question que j'avais posée en 2011. Là. Je demandais aux étudiants de tracer donc dans l'espace des configurations les parties libres et les parties obstacles. Vous voyez comment la forme là, en blanc, là, ça représente donc les configurations libres. Vous voyez comment c'est une forme quand même relativement complexe à retrouver, bien que dans le fond, mon bras robotisé est relativement simple, c'est deux lignes droites, puis mon environnement est composé d'à peu près une dizaine de segments de droite. Puis, essentiellement, de manière que j'avais demandé de le faire, c'était par force brute, là, simplement, vous voyez, pour toutes les configurations possibles, on y allait. Là, vous voyez ici, en bas ici, ça c'est pour le premier angle, donc l'angle pour la membrure rouge. Puis après ça, on faisait un balayage pour la membrure noire. Et si un des deux, si n'importe quel des deux segments de la membrure, des deux segments qui représentent le bras du robot entre en collision avec la ligne bleue, il devait peindre en noir la configuration, sinon la peindre en blanc. Donc, il y avait une question aussi de discrétisation. Vous voyez, c'est des petites cases carrées. Donc, ça se peut qu'il y avait des erreurs d'approximation qui se faisaient à ce niveau-là. Mais on voyait quand même dans l'ensemble comment est-ce qu'on peut, avec une force brute, venir projeter nos obstacles dans l'espace des configurations. On obtient donc, au final, voici l'espace libre, les configurations qui sont libres. Et à partir de cette image-là, on peut quand même déduire beaucoup de choses. On peut clairement faire de la planification. La planification va consister à trouver un chemin dans les espaces libres. C'est tout. Si j'ai un espace, disons, euclidien, mes obstacles sont en noir, et disons que j'ai un robot circulaire, donc ça c'est comme une espèce de robot balayeuse. J'ai les coordonnées du centre qui est XY, et que mon robot peut se déplacer en XY. Ben, la partie libre, je l'ai indiqué en gris ici. Là, en noir, c'est clairement non accessible parce que c'est des obstacles. Et en jaune, cette partie-là ne sera pas non plus accessible. Donc, le centre du robot ne pourra pas aller dans la partie en jaune. Pourquoi? Parce que le robot a une dimension physique. Vous voyez, là, il y a un rayon ici. Puis, c'est la partie en jaune correspond essentiellement à une distance de rayon d'un obstacle. Comme bout de ligne, l'espace de configuration possible pour mon robot, ce serait la partie libre. Ben, l'espace de configuration, c'est le carré, puis l'espace de configuration libre, c'est la partie en gris. Pour un robot qui a une géométrie un tant soit peu complexe, le problème va encore là se complexifier d'autant. Donc ici, j'ai un robot qui est en X, Y, θ. Donc essentiellement, là, j'ai trois paramètres. Donc ça veut dire que j'aurai un espace en trois dimensions pour mon espace de configuration possible. Et mon robot est relativement allongé. Donc notez comment, pour une tranche, là, imaginez que, là, dans le fond, mon espace de configuration serait un volume. Bien, dans mon volume, je peux faire des tranches. Ça, c'est la tranche qui correspondrait, par exemple, à un angle du robot qui est égal à 0. Donc, mon robot qui pointe dans l'axe des X. On voit donc en blanc les configurations XY qui sont libres. Puis en gris ou en noir, là, c'est les configurations qui sont impossibles. De la même manière, on voit ici pour un angle de 90 degrés, vous voyez comment l'espace libre n'est pas tout à fait le même que pour lorsque le robot est à 0 degré. Donc, encore là, on voit que pour un système moindrement compliqué, puis quand je dis moindrement compliqué, là, j'ai des obstacles en polygone et un robot en polygone, ce qui est quand même relativement simple. Imaginez juste un obstacle avec un robot ici en forme de triangle. Voici l'espace des configurations dans un espace à trois dimensions, là, X, Y, θ. Donc, le troisième axe ici, c'est θ. Donc, ça, c'est le volume ici, c'est le volume qui, dans le fond, correspond aux configurations qui ne sont pas valides pour notre système. Donc, en bout de ligne, quand on fait l'abstraction des problèmes de planification, et aussi un des objectifs de faire des abstractions, c'est de trouver un nom, un tant soit peu comique pour les problèmes. Le problème s'appelle donc le problème du déménageur de piano, Piano Movers Problem. L'idée étant, imaginez que vous avez un piano à queue immense qui est situé dans un appartement avec des corridors relativement étroits. Quelle est la trajectoire que le piano devrait suivre pour sortir de l'appartement?
Pour tous ceux qui ont déjà déménagé un 1er juillet, vous savez que parfois, quand on veut déménager un divan, il faut le mettre debout, 45 degrés, le faire passer, passer une cage d'escalier, ainsi de suite. Donc, c'est un problème qui est relativement difficile parfois, d'être lourd. Et aussi, on ne veut pas faire des trous dans les murs. Donc, il faut être gentil. Il ne faut pas faire des collisions avec les murs. Donc, c'est le problème. On appelle ça le piano movers problem. Quels sont les paramètres qu'on a? Donc, on a un espace de travail W qui va être en 2 ou en 3 dimensions. C'est des dimensions physiques, des mètres, par exemple. On va avoir des régions d'obstacles qui vont être définies dans l'espace de travail. Et aussi, on va avoir un robot R qui va avoir une géométrie particulière dans W. Ça peut être aussi une géométrie variable. Tout ça, les 3 premiers éléments, font partie vraiment du monde physique. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler, à projeter tout ça dans un espace de configuration, un espace de configuration C. À partir d'une configuration initiale Q1 qui doit être nécessairement dans une région libre de l'espace des configurations et une configuration finale Q2 qui, elle aussi, doit être dans l'espace libre, on veut trouver une trajectoire taux continue. Pourquoi continue? Parce qu'on ne peut pas se téléporter. Hein? On respecte les lois de la physique. Donc, elle doit être continue et elle doit être entièrement située dans l'espace libre. C'est libre. Et on veut que cette trajectoire-là parte de Q1 et aille à Q2. Notez ici que je n'ai pas mis un requis de plus court chemin. On pourrait le rajouter si on voulait. On va voir que certains algorithmes vont automatiquement nous donner la trajectoire la plus courte dans l'espace des configurations. Mais dans la réalité, juste de trouver une solution va déjà être suffisamment difficile qu'on ne voudra pas chercher la solution optimale. On va juste vouloir trouver une solution. C'est un peu comme vous. J'imagine que vous n'êtes plus dans votre lit en ce moment. Donc, lorsque vous avez quitté votre lit pour aller devant l'ordinateur, vous n'avez pas pris le plus court chemin possible. Vous avez simplement pris un chemin qui était relativement facile à faire, puis peut-être il fallait faire un détour ici, ça. Et l'idée, c'est nous-mêmes, les humains, on ne va pas trouver des trajectoires optimales. On va trouver des trajectoires satisfaisantes. Petit rappel, le calcul de ces obstacles-là, donc comment les obstacles sont projetés dans l'espace de configuration, ce n'est pas quelque chose qui est évident à faire. Alors, moi, je vous en ai montré un avec une force brute. C'est très difficile à calculer. Le calcul exact donc, de ces trajectoires-là, grosso modo, on peut dire qu'elles sont exponentielles en nombre de dimensions Q. Donc, si vous avez un robot avec X, Y, θ, 3 dimensions, ce n'est pas si pire. Mais imaginez un humain, sans parler des articulations pour les doigts, parce qu'on va se dire, disons que les mains, ça ne fait pas vraiment la position des doigts ne vont pas influencer les obstacles. Là. Mais on peut dire souvent les robots manuels, c'est une trentaine de joints. Disons que vous êtes dans un édifice qui s'est écroulé et vous voulez sortir, donc il va falloir quand même faire pas mal de mouvements de bras et de jambes pour être capable de se faufiler à travers les débris. Donc, c'est un problème à 30 degrés de liberté. Donc, il se passe 6 exponentiel en nombre de dimensions, quelque chose exposant 30, ça devient très, très, très grand. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent se limiter à dire si on peut juste trouver une trajectoire, ça serait tant mieux. Autre exemple ici d'un bras-en-collat robotisé à 2 membrures. Donc, vous avez un joint de rotation ici. Ça, c'est la base du robot. Vous avez un deuxième joint ici. Vous avez des obstacles des géométries un peu plus, disons, complexes. Là. Et vous avez plusieurs obstacles. Donc, ici, encore là, on voit comment l'espace libre et l'espace occupé, vous voyez comment c'est une structure quand même assez complexe dans l'espace des configurations. Donc, on voit ici là, vraiment bien le Q1, par exemple. J'ai un angle ici et un angle là. Donc, dans plus de détails, on le voit ici. Là. Q2, ce serait la configuration ici serait la configuration, disons, d'arrivée. Donc, un coup que j'ai traduit mon problème physique vers mon espace de configuration, donc trouver les endroits qui sont occupés, les endroits libres, le point de départ et le point d'arrivée. Le problème de planification maintenant devient simplement de dire trouver une trajectoire qui est continue dans l'espace libre. Dans ce cas-ci, par exemple, vous voyez, même mon garçon de 4 ans ou de 5 ans pourrait le faire. Hein? Je prends un crayon, je pars de 1, je trace une ligne, ou une courbe, je vais à 2. Il ne faut pas que je touche le noir. Donc, c'est relativement simple à faire lorsque je travaille simplement dans l'abstraction. C'est d'autant plus simple que aussi c'est un problème à 2 dimensions. À 30 dimensions, ça commence à être un peu plus complexe. Là. Mais voyez comment c'est relativement simple lorsque j'ai fait l'abstraction. Si je vous présente le problème physique à gauche ici, c'est un peu plus difficile. Ici, très facile. Même chose ici dans le fameux problème que j'avais posé une certaine année. Donc, vous voyez la base de robot ici. J'ai la première membrure, deuxième membrure. Et cet ensemble des angles-là ici correspondrait à Q1 qui est ici. Q2 correspondrait à la situation où j'aurais la membrure en rouge comme ça et en noir comme ça. Donc, le end effector serait à l'endroit ici. Donc, ça correspond à ici. C'est pas évident de trouver quelle est la trajectoire que les bras doivent faire
quand je regarde ça, ni même de savoir s'il y a une trajectoire qui est possible. Alors que si on regarde ici l'espace de configuration, bien, clairement, je peux trouver un chemin entre Q1 et Q2. Et voilà, le problème est résolu. D'ailleurs, on va le voir ici dans l'animation. Vous voyez comment chacun des points ici correspond à une configuration. Et voici donc l'équivalent de la configuration de l'espace physique. Donc, vous voyez comment la trajectoire est quand même pas évidente. Il faut faire une espèce de backflip avec le bras du robot pour être capable de venir, d'abord le faire passer d'un côté à l'autre, puis après ça, de venir chercher, de venir avoir le end effector à la position ici. Donc, vous voyez la trajectoire qui a été exécutée dans l'espace physique, mais elle est très visible dans l'espace des configurations. Tout ce que c'était besoin, c'est de trouver un chemin qui est libre entre 2 points, ce qui est quand même pas difficile. Notez aussi qu'à la frontière entre obstacle et libre, c'est la zone qu'on appelle semi-libre. Ça correspondrait à la situation où mon robot viendrait essentiellement effleurer l'obstacle. Et donc, c'est des configurations, donc, comme j'ai dit, semi-libres, qui sont en général à proscrire. Donc, si vous avez une trajectoire qui est semi-libre, donc une trajectoire semi-libre, c'est une trajectoire qui touche ne serait-ce qu'une seule fois à une configuration semi-libre. On les évite pour les raisons qui sont bien évidentes, c'est que vous avez 0 marge de sécurité. Sachant que vous avez toujours des incertitudes de localisation, ben, ça veut dire que vous allez avoir une probabilité non nulle de rentrer en collision avec un obstacle, donc ce qui n'est pas souhaitable. Autre élément important dans la description des problèmes, c'est le concept de connectivité dans l'espace des configurations. On va dire que l'espace de configuration est connecté s'il existe une trajectoire entre n'importe quelle paire de configurations Q1 et Q2 dans l'espace libre. Par exemple, pour la situation ici du bras robotisé avec l'obstacle ici, on voit que c'est un espace qui est non connecté, dans le sens que si j'ai la membrure ici, de ce côté-ci, c'est physiquement impossible de la faire traverser de l'autre côté. Donc, par exemple, j'ai une configuration ici. Vous voyez, je ne peux pas aller chercher une configuration de l'autre côté ici parce qu'il faudrait que je pénètre l'obstacle. À l'inverse, pour le problème que je vous ai présenté avec le polygone bleu, là, on voit que l'espace, il est connecté. Donc, peu importe des paires de configurations libres, je peux toujours trouver un chemin entre ces deux configurations-là. Maintenant qu'on a établi l'abstraction de nos configurations, on va maintenant avoir une série d'algorithmes qui vont nous permettre de planifier donc les mouvements, les suites de configuration pour nous permettre de passer d'une configuration à l'autre. Il existe 2 grandes catégories d'algorithmes. Il y a des méthodes dites déterministes. Donc, déterministe, c'est à chaque fois que je vais faire rouler l'algorithme, il va toujours me retourner la même réponse parce que je ne vais pas faire intervenir le hasard. Alors que dans les méthodes dites probabilistes, c'est des méthodes qui fonctionnent par échantillonnage au hasard. Pour autant que je change le seed, le random seed, donc la graine aléatoire, donc, au début, mon générateur de nombres aléatoires, eh bien, les trajectoires qui vont être générées par l'algorithme vont être différentes d'une fois à l'autre. Donc, clairement, ça nous indique que ce ne sera pas des trajectoires qui vont être optimales. L'objectif ici, comme je vous disais, ce n'est pas d'être optimal, c'est d'être satisfaisant. Donc, les algorithmes probabilistes vont, dans un temps raisonnable, trouver des réponses satisfaisantes, alors qu'un algorithme, disons, déterministe, pour le même problème, pourrait trouver une réponse optimale, mais dans un temps de calcul qui serait peut-être de l'ordre du milliard d'années. Donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est d'avoir un robot qui prend 1 milliard d'années à trouver une solution. Dans les méthodes déterministes, on va avoir un certain nombre. Beaucoup vont être basés sur des concepts de discrétisation de l'environnement. Donc, on va avoir le graphe des visibilités, la décomposition cellulaire verticale. Donc, ce sont des techniques pour les environnements 2D. Donc, ça fonctionne très bien pour des robots sur un plan. Souvent, les gens de design 3, s'il y en a dans la salle, là, il y en a beaucoup qui font justement des algorithmes de ce type-là de discrétisation. Front d'onde aussi très populaire en design 3, on l'a vu souvent. On a aussi des algorithmes qu'on va dire champ de potentiel qui vont être basés sur une simulation physique, si vous voulez, dans l'environnement, l'attribuant des potentiels positifs et négatifs, dépendant si c'est un obstacle ou un objectif final. Aussi, l'algorithme exact, donc qui n'utilise pas d'approximation, va trouver une solution si elle existe. Ça veut dire que c'est un algorithme qui est complet. Puis, donc, si la solution existe, il va la trouver. Notez ici qu'on n'a fait aucune mention du temps de calcul nécessaire à trouver la réponse, la solution à ce problème-là. Et c'est d'ailleurs la faiblesse, c'est souvent le temps de calcul est trop important. Pour des problèmes qu'on va dire intéressants. Un humanoïde à 30 juin, ben, ça vous prend 3 semaines à trouver un déplacement de 2 secondes. Ben, clairement, le système, vous n'allez pas être capable de l'utiliser. Si on va aller plus vite, on l'a vu déjà dans le cours, on doit faire des approximations. Les approximations peuvent parfois rendre un algorithme incomplet, c'est-à-dire qu'il ne pourra peut-être plus trouver de solution si elle existe, pour des situations, disons, un peu pathologiques, mais on va gagner quelque chose, on va gagner du temps de calcul. On va être capable de trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Un exemple typique, c'est la grille, quand on configure l'environnement avec une grille, puis dès qu'un obstacle touche une case de la grille, on va peindre l'obstacle au complet. C'est là que la complétude se perd. Si l'espace entre 2 obstacles est
disons, est plus petit que la taille d'une grille, ben, ça fait que l'espace entre les deux obstacles va être peint comme étant occupé. C'est pour ça qu'on sera peut-être plus capable de trouver une solution si on est dans un environnement où il y a beaucoup d'obstacles très, très proches. Puis le robot est quand même, en théorie, capable de se faufiler en deux obstacles. Imaginez ici un monde relativement simple. J'ai des obstacles en forme de polygone et on va vouloir passer une discrétisation. Donc, je vais venir discrétiser mon environnement dans des cellules. Ici, c'est des cellules qui sont convexes, de taille variable. Puis après ça, je vais être capable, avec une graphe de connexion qui me dit, dans le fond, ben, la cellule ici, là, j'ai mis un point au centre de la cellule. Donc, j'ai une connexion entre les deux cellules ici, puis j'ai une connexion entre les deux cellules ici, puis une connexion entre les deux cellules. Donc, c'est une vue topologique de votre environnement. Lorsque je conserve simplement ce graphe-là, ben, une façon très simple de faire de la planification de trajectoire entre des cellules, ben, c'est simplement de faire une recherche dans un graphe. Par exemple, là, je pourrais dire, ben, je vais trouver le déplacement sur le graphe qui va avoir la distance minimale, etc., etc. Puis là, il y a plein d'algorithmes, là, Best, First, Blind et Star. Vous prenez celui que vous préférez pour être capable de chercher une trajectoire entre deux points sur le graphe. Donc, une méthode de discrétisation, c'est celle des graphes des visibilités. Donc, on va avoir une carte géométrique qui est connue et ce sont des obstacles qui sont des polygones. Notez que, vous voyez, le terme polygone revient souvent ici. Là, c'est beaucoup des algorithmes qui ont été développés, surtout années 80. Ça venait du domaine en anglais, ça s'appelle Computational Geometry. C'est un domaine de recherche qui est très intéressant où on essaie de trouver des algorithmes qui sont reliés à la géométrie. Et les gens s'intéressaient à dire, ben là, c'est quoi la complexité algorithmique d'un algorithme de planification, sachant que les polygones n'ont pas plus que tant d'arêtes et qu'il n'y a pas plus que tant de polygones, etc., etc. Puis les gens pouvaient calculer des bornes sur les temps de calcul, et ainsi de suite. Donc, clairement, l'humanité n'est pas faite de polygones. Mais tout ce qu'on aimerait à faire, simplement, c'est de prendre un polygone englobant, par exemple, autour de nos obstacles. Puis vous le voyez, donc c'est déjà une erreur c'est déjà une approximation. Et le fait de faire ça, de traiter nos obstacles en polygones, maintenant, on peut utiliser un paquet d'algorithmes relativement rapides de planification. Donc, mes obstacles, ce sont des polygones. On va avoir un graphe G qui va avoir en anglais edge puis vertices, donc des arêtes et des sommets. Et on va utiliser des graphes non orientés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flèche là, entre les différents nœuds, les différents sommets. Alors qu'un graphe orienté, par exemple, ici, ça voudrait dire que je peux aller de E à D, mais je ne peux pas aller de D à E. Par exemple, ce sera un sens unique. Et ici, là, on va regarder un problème le plus général, disons, simple, là. Pas d'orientation dans le graphe. C'est un algorithme complet, tant aussi longtemps que mes obstacles sont réellement des polygones, on s'entend. Et donc, ça veut dire que s'il existe une trajectoire possible, il va la trouver. Donc, c'est très approprié pour les mondes 2D. Et en bout de ligne, ça nous introduit aussi au concept d'approche par carte routière. Donc, vous voyez ici, je recule un petit peu en arrière. Là. Vous voyez comment, c'est comme si j'avais créé un réseau de routes. Puis après ça, dans le fond, la planification, c'est simplement de dire, ben, sachant que j'embarque ici sur mon réseau routier puis que je vais débarquer ici, ben, quel est le chemin à suivre sur mon réseau routier? Le graphe des visibilités, donc, on va venir placer des arêtes entre les sommets des obstacles. Donc, toutes les lignes en rouge, ça fait partie du réseau routier. Donc, vous voyez ici, j'ai ma configuration de départ Q1, ma configuration d'arrivée Q2. Et si deux sommets sont mutuellement visibles, je vais les connecter par une arête E. Donc, par exemple, vous voyez, le sommet ici et le sommet sont mutuellement visibles. Donc, je vais venir placer une arête. Et le sommet ici et le sommet là ne sont pas mutuellement visibles, puisqu'il y a l'obstacle ici qui vient faire ombrage. Donc, je n'ai pas placé une arête ici. Donc, j'obtiens ici un graphe en rouge. Et à partir de ce moment-là, je peux utiliser un algorithme de recherche d'un graphe pour trouver le chemin, par exemple, le plus court entre Q1 et Q2, qui serait un chemin là, donc vous le voyez ici, là, ce serait le chemin le plus court. L'algorithme, par exemple, d'Extra, la complexité, c'est notation là, Big O. Donc, on voit c'est en fonction du nombre de edge, donc d'arêtes, puis aussi en fonction du nombre de vertex, donc de sommets. C'est quand même très, 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 très rapide à faire comme planification. Notez par contre, je parlais tout à l'heure de trajectoire semi-libre. Donc, vous voyez ici, ici, vous êtes essentiellement, vous touchez, vous effleurez l'obstacle. Donc, c'est une trajectoire ici semi-libre. Donc, c'est quand même problématique en termes d'algorithme de planification pour un robot réel. On peut aussi accélérer le traitement parce que il y a certaines des arêtes qu'on peut démontrer mathématiquement qu'elles ne seront jamais utilisées, peu importe le Q1 et le Q2. Donc, on peut les enlever d'avance. Et c'est basé sur un concept là, qu'on appelle ça en anglais le cotangent. En français, c'est le concept de tangente. Donc, une ligne passant par deux sommets, donc j'ai un sommet A et B. Si on fait l'extension de cette ligne-là et que l'extension ne passe pas à l'intérieur d'une paire d'obstacles,
eh bien, on va considérer que c'est une ligne qu'on va dire tangente. Ici, au contraire, vous voyez, si j'ai 2 points qui sont, j'ai un sommet ici et un sommet ici qui sont mutuellement visibles. Mais si je fais l'extension de cette arête-là, je passe à l'intérieur d'un obstacle. Donc, on va dire que celle-ci n'est pas tangente. On va conserver dans notre graphe que les segments qui vont être tangents. Et on peut aussi démontrer que pour une paire d'obstacles, il y a au maximum 4 tangentes qui sont possibles. Si vous voulez, on va venir à l'avance ne choisir que les edges pour lesquels on sait qu'ils vont être utilisés pour une solution. Donc, de notre graphe des visibilités, on va simplement faire un graphe des visibilités réduites qui va contenir moins d'arêtes. Donc, ça va accélérer encore un petit peu le temps de calcul. Notez que j'ai encore le même problème d'avoir une configuration semi-libre ici. Le graphe des visibilités va nécessairement produire la trajectoire la plus courte entre Q1 et Q2. Donc, c'est le fun pour les mathématiciens. Mais le problème, c'est que ça va souvent nous donner des trajectoires qui vont être semi-libres. Puis et ça, dans le fond, en faisant l'hypothèse que le robot a la taille d'un point. Donc, le mathématicien est heureux, mais le roboticien ne l'est pas parce qu'il se dit, ouais, mais mon robot, ce n'est pas un point et je ne veux pas de trajectoire semi-libre puisqu'elles sont trop dangereuses. Une façon d'inclure la géométrie du robot dans l'algorithme de planification, ça va de faire ce qu'on appelle la somme de Minkowski. C'est au lieu d'avoir un robot qui n'est pas ponctuel avec des obstacles, on va venir gonfler la taille des obstacles et on va venir rétrécir, dans le fond, notre robot à un point. Donc, si le robot est circulaire, ce n'est pas problématique. Ce que je viens faire, c'est que je viens gonfler la taille du rayon, les obstacles. Donc, ce qu'on a fait un petit peu il y a quelques acétates, vous voyez la partie en bleu, pas en bleu, en jaune, voyons. Ça représente la somme de Minkowski, donc la croissance. Et là, mon robot, là, ce ne serait plus un disque, ça serait maintenant rendu un point ponctuel. Et le problème de planification serait relativement simple à exécuter. Notez ici que l'approximation, elle est exacte si mon robot il est parfaitement circulaire. Si le robot n'est pas parfaitement circulaire, eh bien, on va perdre la complétude, c'est-à-dire que l'algorithme ne sera plus complet. Ça se peut que, vu qu'on va prendre le pire cas, donc par exemple, j'ai mon robot allongé ici. Mon pire cas, ça va être de faire un cercle qui va englober l'obstacle, le robot ici. Et là, si je fais gonfler, dans le fond, mon obstacle, ben, vous voyez comment, alors qu'avant, si je faisais une rotation de 90 degrés, mon robot pouvait se glisser ici. Maintenant, avec la somme de Minkowski, vous voyez ici, l'obstacle, il est complètement, l'espace libre ici, il est complètement pris, il est complètement gonflé parce que j'ai assumé le pire cas. Donc, mon robot est circulaire. Et maintenant, je ne suis plus complet puisque je vais planifier avec un point, dans le fond, on va dire que le robot ne peut qu'occuper ces endroits-là. Alors que si je faisais vraiment des comptes de la géométrie du robot, puis dans le fond, je faisais mon volume l'espace de configuration en 3 dimensions, eh bien là, je pourrais être capable de trouver une trajectoire, par exemple, entre ces deux points-là. Notez, vous voyez comment la géométrie du robot, lorsque je le mets de même, par exemple, l'espace ici, il est libre. Donc, c'est une délimitation de Minkowski. Si votre robot a une géométrie un tant soit peu ésotérique, ben, vous risquez de perdre, vous risquez de ne pas trouver de solution. Autre approche basée sur un colosse sur la géométrie computationnelle, de computational geometry, c'est celle des décompositions cellulaires verticales. Ce qu'on va faire, c'est, encore là, on a l'hypothèse que nos obstacles sont des polygones et on va décomposer l'espace libre dans des trapèzes et des triangles, qui sont tous les deux des éléments convexes. Et pour créer ces éléments convexes-là, on va se baser sur chacun des sommets des obstacles. Je le répète, mes obstacles sont des polygones. Donc, déjà là, on voit en termes de complexité le temps que ça prend pour faire cette partie de l'algorithme, ça va être proportionnel au nombre de sommets de polygones que j'ai. Et on va étendre une ligne de façon verticale en haut et en bas jusqu'à ce qu'on rencontre un obstacle. Donc, il va y avoir 4 cas de figure possibles. Le cas C1, qui correspond au sommet ici d'obstacle ici. Donc, on voit que je peux étendre vers le haut et vers le bas. Dans le cas C2, c'est juste vers le haut que je peux étendre. Dans le cas C3, c'est uniquement vers le bas. Et dans le cas de C4, vu que c'est un point qui est comme concave, vous voyez ici, je ne peux pas étendre ni vers le haut ni vers le bas. Et lorsque j'ai fait l'extension ici de la ligne, vous voyez comment chacune des cellules que j'obtiens, elle est convexe. Notez que la géométrie aussi peut être très variable. Vous voyez ici, j'ai une cellule qui est très allongée, alors qu'ici, j'ai vraiment un triangle qui est beaucoup plus, disons, plus proche d'un triangle pratiquement isocèle, et ainsi de suite. Et bref, chacune des cellules ici va être convexe. Et généralement, ce qu'on fait, on part par exemple de la gauche vers la droite.
On va chercher tous les sommets de polygones et là, on fait l'extension. Notez que l'ordre dans lequel on va le faire importe peu. Ça, c'est la première étape, c'est de diviser notre carte en cellules. Ensuite, on va rajouter des points sur nos cellules pour être capable de faire un graphe. Donc, on va placer un point au milieu des segments de droite entre les obstacles. Donc, vous voyez ici, je recentre entre le point ici et le point là. J'ai un point ici entre ici et ici. Ici, j'ai un point, et ainsi de suite. Après ça, je vais placer un point au centre de mes cellules, le point vert. Et après ça, on va faire un jeu de relier les points. Je vais relier les points verts avec les points noirs et les points noirs avec les points verts. Et ça va me donner encore là une carte routière. Donc, vous voyez ici, je mon vert au noir, vert noir, et ainsi de suite. Donc, je viens créer un réseau ici. Et c'est là-dessus que je vais faire ma planification. J'ai un graphe, c'est facile. On l'a vu tout à l'heure. A-star, Dijkstra, recherche de chemin plus court dans un graphe. Ça se fait relativement bien. Vu que chaque cellule est convexe, la planification elle est relativement simple ici. C'est une ligne droite. Je pars d'une disons que le centre ici, mon point vert serait ici. Là. Je pourrais dire si ma configuration de départ elle est ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller en ligne droite, pouf, directement vers mon centre. Et après ça, j'ai embarqué sur mon réseau, mon graphe, puis là, je me promène. Donc, ça veut dire que la planification, elle est relative. Elle est très simple pour passer de n'importe quelle configuration à un nœud du graphe. Donc, ça, je l'ai mentionné. Après ça, pour trouver, disons, du point de départ, je m'en vais au centre. Je suis sur mon réseau routier. Je trouve le chemin le plus court avec un graphe. Je m'en vais jusqu'à la cellule terminale. Après ça, la cellule terminale du centre, je m'en vais à ma configuration finale désirée. Ce qui est intéressant, vous voyez comment, naturellement, les trajectoires ont tendance à être loin des obstacles. C'est quand même un élément intéressant. Par contre, c'est clairement pas optimal en distance. Donc, vous voyez ici, si je passe de départ à arrivée puis que le chemin le plus court serait par ici, vous voyez comment il faudrait que je descende ici, je remonte, alors que clairement ici, si j'avais allé directement de ce point-là à ce point-là, ça aurait été plus court. Contrairement à l'algorithme qu'on a vu précédemment qui était optimal en distance, mais qui donnait des trajectoires semi-libres, ici, je ne suis plus optimal en distance. Mais par contre, je n'ai pas de trajectoire semi-libre. Je vais des trajectoires qui sont naturellement loin des obstacles. Donc, ce qui est intéressant pour le roboticien. Et la création de la carte, on peut le démontrer mathématiquement. Ça se fait en n log n, donc c'est relativement rapide. C'est bon. Donc, on a vu des approches où on discrétisait l'environnement dans les cellules, on faisait un graphe, recherche de trajectoire dans les graphes. Maintenant, on va voir une approche qui est plus, continue, puis ça va être basé sur la physique des potentiels. Alors, on va s'imaginer donc que notre système maintenant va être représenté par des champs de potentiel électriques et que notre robot, on considère que c'est une particule chargée positivement, que les obstacles, eux aussi, sont chargés positivement, donc il va y avoir des forces de répulsion qui vont s'installer entre les obstacles et le robot. Et l'objectif, donc le but, l'endroit où on veut se rendre, va être une particule fixe, un endroit qui est chargé négativement. Donc, il va y avoir des forces d'attraction entre le robot et le but. La trajectoire qui va être suivie, ça va être le chemin parcouru par la particule, donc le robot, dans le champ de potentiel. Par exemple, ici, j'ai deux polygones, donc un rectangle et un triangle. J'ai mon robot qui était situé au point de départ, donc qui va être une particule mobile, et le but qui va être un potentiel fixe, attaché à un point. Et la somme des potentiels, donc c'est le potentiel, la lettre U, c'est la variable qu'on utilise pour représenter les champs de potentiel. Donc, il va y avoir pas une configuration particulière, donc je vais avoir mon potentiel qui va représenter le but, et la somme des potentiels, donc des obstacles. Donc, pas une configuration particulière. Donc, c'est un endroit particulier, ça va être le potentiel qui est ressenti là, pour tous les obstacles et l'objectif. La force que la particule perçoit ou subit va être basée sur le gradient du potentiel, donc simplement la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y, par exemple, pour un robot en xy. Donc, le gradient nous indique la direction maximale de croissance d'un champ scalaire, donc la force. C'est plus facile à visualiser si on prend le potentiel comme étant l'altitude, puis la force, ça va être dans le fond la force de gravité, donc ça va être on a une bille de métal qui va essentiellement rouler selon les pentes. Donc, j'aurai des potentiels de répulsion pour les différents obstacles. Vous voyez ici le rectangle qui est ici, le triangle. J'aurai la somme ici des potentiels pour les obstacles. J'aurai un potentiel d'attraction. Donc, vous voyez ici, j'ai le minimum du potentiel d'attraction serait situé à la base ici de la cuvette. Donc, on voit que si je fais la somme des deux, et imaginez que j'ai une bille de métal que je viens placer dans cet environnement, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, le point de départ est ici, l'arrivée est ici. Ce qui va arriver, c'est que la bille va rouler vers l'objectif tout en s'éloignant des différents obstacles.
Donc, c'est une méthode qui paraît quand même très intéressante au premier regard. C'était très étudié dans les années 80-90, les méthodes par champ de potentiel. Mais rapidement, les gens ont fini par identifier une faiblesse principale, c'est qu'il c'est possible d'avoir des combinaisons de potentiel pour les obstacles et l'objectif, le but, qui vont donner naissance à des minimums locaux. Donc, comme c'est une méthode qui est basée sur une descente de gradient, eh bien, on va se trouver dans un minimum local qui n'est pas le minimum global souhaité, qui est l'objectif. Par exemple, si vous avez une espèce de cuvette, on peut voir, là, une espèce d'obstacle en forme de C, puis l'objectif est situé ici, puis le robot est là. Donc, la force d'attraction ici, par rapport à la force de répulsion des obstacles, ça va être en équilibre. Donc, les deux forces vont être égales. Donc, je vais avoir un minimum local. Ici, je vais avoir une force de 0. Donc, le robot, essentiellement, s'il part ici, il va aller dans le minimum local et il va venir rester ici. Donc, il va rester pris. Même chose ici. Imaginez, j'ai même pas là, j'ai une ouverture entre les deux, mais le potentiel ici est tel que la force de répulsion des obstacles est la même quantité que la force d'attraction vers le but. Donc, le robot ici va être en équilibre, il va arrêter de bouger. C'est un problème. C'est le problème des méthodes par champ de potentiel, cette présence-là de minimum locaux. Notez que bien que c'est des problèmes qui arrivent, c'est souvent des problèmes qui arrivent pour des cas pathologiques, on les voit quand même souvent utiliser ces méthodes par champ de potentiel-là pour des systèmes réactifs, donc de la navigation réactive, et aussi des systèmes pour lesquels on n'a pas accès à une grande quantité de puissance de calcul. Tant aussi longtemps que l'environnement est moindrement, disons, généreux et gentil, les méthodes de champ de potentiel devraient fonctionner, mais vous avez quand même des situations pathologiques qui peuvent se produire. Donc, vous n'avez pas de garantie de trouver une solution, même s'il en existe une. Ce pas des algorithmes qui sont complets. Comme je le dis, on les voit quand même souvent qui sont utilisés comme des approches réactives. Une autre méthode qui est très facile, c'est la méthode de planification par front d'onde, donc un Wavefront Planner. Aussi, je pense que ça s'appelle des fois du Wildfire Planner. Si on mettait le feu à de l'herbe et là, le feu se propage dans l'herbe sèche. Donc, j'ai un point de départ ici, j'ai un but à l'arrivée. Là, j'ai mis des 1 pour indiquer l'obstacle, mais c'est relativement arbitraire. Là. Puis, au début, on a donc des zéros partout dans notre environnement discrétisé. Et on va faire la planification en deux temps. Le premier temps, ça va être de simplement faire la propagation du front d'onde. Puis la deuxième, ça va être de calculer la trajectoire suivant le front d'onde. On va devoir établir une notion de connectivité. Donc, est-ce qu'on veut une connectivité de type von Neumann ou Moore? Et disons que je prends connectivité de Moore, c'est-à-dire que pour une case ici, j'ai 8 voisins immédiats, alors que pour von Neumann, j'aurais juste les 4 voisins ici. Ça importe peu, mais c'est un choix arbitraire. Donc, vous voyez, disons qu'on prend la connectivité de Moore. Donc, je vais partir du point de départ. C'est là qu'on parlait de wildfire. Je veux mettre, je mets en feu l'herbe. Là, ce qui va se produire, donc, vous voyez, j'ai mis des 3 pour tous les voisins du 2. On va faire la même chose après ça. On va prendre tous les voisins du 3 qui sont nuls et on va mettre un 4. Après ça, tous les voisins du 4 qui sont nuls, on va mettre un 5. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez le front d'onde qui se répand. On va faire ça jusqu'à temps d'avoir rempli le système au complet ou à tout le moins d'avoir atteint la case de notre objectif, donc qui est ici dans le coin supérieur gauche. Et là, pour trouver la trajectoire, on va y aller à rebours. C'est important, là. Il faut y aller à rebours. On va partir de l'arrivée et on va faire, dans le fond, une descente de gradient. On va tout le temps devoir, essentiellement, à chaque fois qu'on fait un mouvement, il faut baisser, il faut que ça baisse de 1. Donc, par exemple, ici, je pourrais aller à 17, 17 ou 17. Et disons que je vais ici, bien là, je peux aller soit ici ou soit ici, mais je n'irai pas vers là-bas vu que ça ne baisse pas. Et ainsi de suite. Donc, ça va garantir qu'à chaque fois que je fais un pas à rebours, je vais me rapprocher du point de départ. En bout de ligne, je vais avoir plusieurs trajectoires possibles. J'en ai montré 2 ici. Donc, vous voyez ici, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je suis rendu au point de départ. Mais ici, j'obtiendrai encore là une trajectoire qui est valide. Donc, c'est important de le faire à rebours. Si vous le faites à partir du point de départ, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, en disant, il faut que je monte une case à chaque fois, bien, vous voyez, vous arrivez dans le coin ici, puis pouf, voilà, c'est fait, c'est fini, ça vient de s'éteindre. Donc, c'est important à l'examen, si je pose une question, on remplit du départ vers l'arrivée et après ça, on planifie de l'arrivée vers le départ. Maintenant, si on regarde au niveau des approches probabilistes, là, je répète, probabiliste ici, l'objectif, c'est pas de trouver la solution optimale, c'est de trouver une solution. Vont être basés donc sur des approches par échantillonnage. Donc, on va piger au hasard des configurations qui doivent être dans la configuration libre ou on veut créer aléatoirement des points, si vous voulez, dans ces libres.
Ce qui vient en partie simplifier l'utilisation des méthodes, c'est qu'ici, dans le fond, j'ai juste besoin d'avoir une fonction de détection de collision. Sachant une configuration de robot et une configuration d'obstacle, est-ce que la configuration que je passe à la fonction, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle est occupée? Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par le passé sur ce type de fonction-là de détection de collision. Pourquoi? Parce que c'est très utilisé en jeux vidéo. Lorsqu'on fait des jeux vidéo en 3D, là. Donc, rapidement, les gens ont développé des structures de données, des algorithmes qui permettent rapidement de dire, sachant une configuration, sachant l'environnement, est-ce que j'ai une collision entre deux objets? Donc, c'est bien. Donc, la collision se calcule très rapidement. Et il existe disons, deux catégories d'approches, d'approches de type requête simple où on va faire une planification à partir de Scratch. On va appeler ça les RRT Connect. Puis, c'est dans la situation où on pourra faire des requêtes multiples, ce qu'on va plutôt utiliser ces approches de type roadmap qu'on a vu précédemment comme les graphes, c'est-à-dire qu'une fois, on va s'asseoir et on va vraiment créer un réseau routier par échantillonnage. Et après ça, on va faire notre réseau routier. Puis lorsqu'on va vouloir faire des planifications, ce qu'on va faire, c'est embarquer sur le réseau routier, puis après ça, faire une calcul, disons, un parcours de graphe qui, comme on l'a vu, se résout très rapidement. Aujourd'hui, on va surtout parler des requêtes simples, des RRT Connect. Donc, RRT, Rapidly Exploring Random Tree, RRT, c'est un algorithme qui a été développé par Steven Leval et Jim Kaufner. C'est quelque chose qui est extrêmement populaire encore aujourd'hui. On utilise des versions améliorées, mais c'est encore d'actualité que d'utiliser un RRT. C'est un algorithme qui est très, très simple à implémenter d'ailleurs. Ça va vous permettre de faire des recherches exploratoires dans des espaces à très haute dimension. Quand je parlais de planifier les déplacements d'un robot humanoïde avec des 30 degrés de liberté, ben, on peut faire ça relativement facilement avec une approche de type RRT. Ce qu'on va faire, c'est construire un arbre ou deux arbres de façon incrémentale avec des piges. Et à chaque fois, dans le fond, on va piger un point. On va vouloir rajouter une branche à l'arbre de sorte à minimiser la distance entre l'arbre et le point qui était choisi au hasard. L'algorithme, ce qui fait sa force, c'est qu'il est très simple. Donc, vous voyez ici, c'est quelques lignes. Donc, premièrement, on va piger au hasard une configuration, QRand. Et après ça, on va trouver quel est le sommet de mon arbre. Donc, là, le G, c'est le graphe de l'arbre. Donc, on passe comme argument. La configuration pigée au hasard, je trouve le sommet le plus proche dans l'arbre, qui va correspondre à la configuration QNear. Et après ça, on va rajouter un point qui va être une distance delta Q de ta configuration du point le plus proche vers QRand, mon nouveau point. On va l'ajouter au graphe et on va rajouter après ça un edge entre les deux points. Donc, c'est très facile à voir de façon illustrée. Donc, on va faire un exemple ici dans les acétates. Puis, K, c'est le nombre d'itérations, donc c'est le nombre de branches que je vais mettre à mon arbre. Donc, plus j'aurai de branches, plus mon arbre va occuper. C'est un peu comme des racines. Vous allez voir, c'est comme une racine d'arbre. Plus l'arbre va occuper densément l'espace des configurations. Donc, on commence avec un arbre ici. Là, ça va être un nœud qui peut correspondre, par exemple, à un point de départ ou un point d'arrivée. Et on va piger au hasard une configuration. On va trouver le sommet le plus proche dans l'arbre qui est précisément la racine de l'arbre qui a juste un point. Je trace une ligne entre les deux et je vais créer un nouveau point QNew, donc qui est sur une distance delta Q de mon point le plus proche dans l'arbre, de mon sommet le plus proche dans l'arbre. Et ici, en théorie, on devrait valider que tous les points, l'infinité de points entre les deux sont libres. Dans la pratique, ce qu'on va plutôt faire, c'est choisir un delta Q qui est relativement petit, de sorte que si QNew est libre et QNear est libre, ben, on va assumer qu'entre les deux, c'est libre. Après ça, donc, on va rajouter notre sommet entre les deux. Et voilà. Donc, j'ai rajouté un sommet. Après ça, je tire un autre point au hasard. Je trouve le sommet le plus proche. On va rajouter un sommet maintenant à une distance delta Q dans la direction de la pige au hasard. Et ainsi de suite. De façon continue, même, on fait cette pige-là. À la longue, ce que ça fait, donc le fait de ne pas dire je rajoute un point au hasard dans le graphe, mais je pige un point au hasard et je grandis le graphe dans la direction de ce point-là, parce que c'est une composante primordiale de l'algorithme, ça va faire que l'arbre va avoir tendance à rapidement vouloir occuper l'espace qui est libre dans notre espace de configuration. Vous voyez ici, par exemple, je suis parti la racine de l'arbre, je l'ai déplacée au centre. Et vous voyez, après 45 itérations, le genre de couverture qu'on obtient, 390, 4345. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme des racines qui viennent pousser dans toutes les directions. Puis l'objectif des racines, c'est d'occuper un maximum d'espace dans la terre pour ramasser les nutriments et l'eau. Un peu la même chose ici. L'objectif de RT, c'est d'essayer d'occuper l'espace. C'est un arbre, là, en passant. Là. Et vraiment, il y a une base ici, là, une racine dans notre arbre. L'objectif, c'est vraiment de venir occuper le plus rapidement possible
l'espace libre. Souvent, ce qu'on va faire plutôt, c'est ne pas juste créer un arbre, mais en créer deux. La base du premier arbre, ça va être le point de départ, la configuration de départ, puis la base de l'autre, ça va être la configuration d'arrivée. Puis l'idée, c'est qu'on va faire pousser les deux arbres jusqu'à temps qu'on ait une connexion entre les deux. Et dès qu'on a une connexion entre les deux arbres, ben voilà, on a trouvé un chemin entre les deux configurations. Puis, RRT Connect, ce qu'on va faire, on va faire croître par alternance les arbres. Et aussi, on va faire des croissances voraces où on va vouloir faire pousser les arbres le plus rapidement possible l'un vers l'autre. Donc, on commence, j'ai un point de départ, mon point d'arrivée. Puis, on va commencer par faire une pige pour faire croître l'arbre ici, l'arbre de départ. Donc, disons que je pige la configuration ici. Je fais une croissance de mon arbre, comme on a vu précédemment. Et après ça, on va vouloir faire croître de façon vorace l'arbre en bas ici pour se diriger le plus vite possible vers l'arbre de départ. Puis lorsqu'on a trouvé un obstacle, on arrête la croissance. C'est un peu comme si la racine venait frapper le bord du pot. On arrête. Puis là, on va inverser les rôles. On va faire croître avec la méthode RRT l'arbre du bas. Donc, je vais piger une configuration hasard. Je fais une croissance ici. Puis après ça, je vais faire croître de façon vorace l'arbre du haut. Donc, l'idée de la croissance vorace, c'est pour essayer de faire connecter les arbres le plus vite possible. Dans cas là, j'ai frappé un obstacle ici. Donc là, j'alterne, pige au hasard, fais une croissance. Après ça, vorace, frappe un obstacle, on arrête, inverse les rôles, croissance de l'arbre, croissance vorace. Donc, vous comprenez l'idée, on alterne. Et ce qui va arriver, éventuellement, vous voyez, à cause de l'obstacle ici, ça prend un certain temps, mais éventuellement, ce qui va arriver, si vous voulez, les deux arbres vont finir par trouver l'ouverture, les deux racines vont pousser jusqu'à temps par trouver l'ouverture dans l'espace des configurations et vont finir par se connecter. Donc, à partir du moment que les deux arbres se sont connectés, eh bien, ça veut dire que j'ai trouvé une trajectoire ici que j'ai représentée par les disques en bleu. J'ai une trajectoire continue dans l'espace libre entre le point de départ et le point d'arrivée. Ce n'est pas une trajectoire optimale. On peut quand même faire un certain lissage pour améliorer les performances, par exemple. Mais l'idée, c'est que la trajectoire a été trouvée essentiellement par des échantillonnages au hasard. Mais quand même, on a fini par trouver une trajectoire. Puis l'exemple de problème qu'ils avaient, problème jouet, si vous voulez, c'est ces fameux jouets des deux anneaux en métal. Ce pas des anneaux fermés. Là. Mais donc, c'est un problème qui avait été proposé par la General Electric dans les années 90. Comme étant un problème en disant si on peut résoudre ce problème-là, ben, ça veut dire qu'on est capable de résoudre des problèmes de planification relativement complexes, parce que ça peut quand même planifier en 6 degrés de liberté le déplacement d'un anneau par rapport à l'autre. Puis, c'était résolu donc en 2001 par justement James Coffner et Stephen Leval. Et ils étaient capables de réaliser ça en quelques minutes sur un PC des années 2003. Donc, aujourd'hui, ça prendrait probablement une fraction de seconde pour trouver la solution à ce problème-là basé sur de l'échantillonnage au hasard. Donc, RRT est extrêmement utilisé encore de nos jours, on le dit, parfois dans certaines variances. Mais sa force, c'est vraiment, c'est le fait que vu que c'est échantillonné au hasard, peu importe notre dimension, l'arbre va finir quand même par bien occuper l'espace des configurations. Ça se peut aussi qu'on ait des robots non autonomes, comme des voitures avec des conduites Ackermann. Dans ce cas-ci, l'échantillonnage va être non pas nécessairement des lignes dans un espace de configuration, là, ça peut être des courbes qui vont respecter chacune la géométrie du véhicule. Donc, vous voyez ici, vous avez un point d'arrivée, un point de départ, vous voyez comment les deux arbres les racines cherchent à se connecter, puis éventuellement, ils vont être capables de se connecter en respectant aussi les contraintes géométriques. Et vous voyez, en bout de ligne, on a trouvé une trajectoire du point A au point B. Notez comment ce n'est pas nécessairement une belle trajectoire, mais ça nous permet quand même par exemple, de prendre la voiture ici puis d'aller la stationner là ou vice-versa. Donc, c'est quand même un point. L'idée ici, comme je le dis, c'est d'avoir une solution, non pas nécessairement la solution optimale. L'optimalité, on l'abandonne à ce niveau-là. De toute façon, l'incertitude des capteurs, de la localisation et de l'exécution des commandes fait en sorte que même si vous aviez une carte parfaite, ce qu'on n'aura jamais, ben, vous seriez jamais capable d'exécuter parfaitement le plan optimal.